Bienvenue pour cette deuxième vidéo où je vais vous parler de la méthode de Lagrange pour pouvoir résoudre des problèmes d'optimisation sous contrainte. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la méthode de substitution est au fond assez limitée et la méthode de Lagrange fournit un outil assez puissant pour pouvoir au fond résoudre ces problèmes de façon un peu plus générale. Alors, au début, a priori, ça semble pas du tout simplifier la vie. Parce qu'en fait, pour pouvoir utiliser la méthode de Lagrange, il faut utiliser une fonction qui s'appelle le Lagrangien, où on passe de deux variables à une fonction à trois variables. Ici, on introduit une variable lambda, par convention, on l'appelle lambda, qui est aussi appelé le multiplicateur de Lagrange. Et on va considérer cette fonction L, qu'on appelle le Lagrangien, qui est une fonction de trois variables, x, y et lambda, qui va simplement être la fonction que je cherche à optimiser, f, moins lambda fois ma fonction contrainte, g en fait. Et c'est cette fonction-là qui va nous être utile pour pouvoir utiliser la méthode de Lagrange. Donc. Et le théorème que vous avez ici nous indique un peu comment faire. Et il nous dit que si f et g sont continuellement dérivables et qu'on a un extrémum x0, y0 de la fonction f sous la contrainte g égale à c. Et point important ici, vous voyez qu'il ne faut pas que ce point-là soit un point critique de g. Ça devrait vous rappeler ce qu'on vient de voir avec le théorème des fonctions implicites. Donc on est en train de dire que le théorème des fonctions implicites s'applique pour la fonction g en le point x0, y0, mais ça c'est un détail. Eh bien, si toutes ces conditions sont satisfaites, alors il va exister un nombre lambda 0, tel que le système que vous voyez ici a une solution, et cette solution c'est le point x0, y0, lambda 0. Alors, de quoi est fait ce système? Eh bien, les deux premières équations, c'est les dérivées partielles du Lagrangien en les variables x et y, qu'on égale à 0, donc. Et puis, la dernière équation, c'est simplement la contrainte évaluée au point x0, y0. Alors, le théorème nous dit une chose, c'est que si un point est un extrémum de la fonction f sous contrainte g égale à c, alors il est solution de ce système, mais un point qui serait solution de ce système n'est pas nécessairement un extrémum. Alors pour réussir à distinguer ce genre de cas, il y a une condition qui est écrite sous forme de théorème que vous voyez ici, qui permet justement de déterminer la nature des points critiques. Donc au fond, même si je ne l'ai pas explicitement défini ici, grâce au premier théorème, on peut parler de point critique du Lagrangien ou de point critique sous contrainte. Et grâce au théorème ici, on peut déterminer la nature de ces points critiques. Alors, pour pouvoir l'énoncer, il faut introduire une quantité que j'ai appelée D, que je n'ai pas définie comme étant un discriminant, mais au fond, c'est la même idée. La seule différence avec le discriminant qu'on a vu la semaine passée, c'est que ce discriminant est un discriminant à trois variables. Bon, avec la variable lambda donc. Alors, la formule est assez lourde, disons-le, mais elle fait intervenir les dérivés de second ordre du Lagrangien, en x et en y seulement, pas en lambda. Et elles font intervenir aussi les dérivés, les dérivés partiels simplement, pas du deuxième ordre, de g. Alors, on calcule cette fonction d, et si on a une solution du système qu'on a vu du théorème précédent, x0, y0, lambda 0, alors si d évalué en ce point est strictement plus petit que 0, alors x0, y0 est un maximum sous contrainte. Et puis, si cette fonction d évaluée en ce point-là est strictement plus grande que 0, alors c'est un minimum sous contrainte.
Vous voyez que je n'ai pas écrit le cas où d évalué au point est égal à 0. Eh bien, c'est un cas où il y a une indétermination. Et dans ce cas, il faut faire une investigation un peu plus poussée pour déterminer la nature du point critique. Alors, pour le reste de la vidéo, on va faire quelques exemples pour se familiariser avec cette méthode qui n'est pas forcément compliquée, mais qui demande d'être assez systématique pour ne pas se perdre et donc ne pas se tromper. Alors, le premier exemple, le voici. Donc, on veut résoudre donc le problème suivant, donc optimisation sous contrainte, où la fonction f est la fonction simplement x fois y, et la contrainte, c'est 4x² plus y² égale à 4. Alors, première étape, on écrit le Lagrangien, tout simplement. Donc, c'est la fonction f moins lambda fois la fonction g, que vous voyez ici. Et ensuite, on écrit littéralement, là j'ai repris exactement ce qu'on avait dans le théorème, le système donc en 3 équations, où il y aura donc 3 inconnus. La première ligne, c'est la dérivée partielle du Lagrangien en x, qui revient à la dérivée partielle de f en x, moins lambda fois la dérivée partielle de g en x. Même chose pour la deuxième ligne, sauf que là c'est la dérivée partielle en y. Et puis la dernière équation, c'est simplement la contrainte, donc g de xy égale à c. Donc, on va faire les étapes ensemble. Ici, donc, mon Lagrangien dérivé par rapport à x. Donc d'abord, je dérive f par rapport à x. Eh bien, ça me donne simplement y. Et ensuite, je dérive g ou lambda g par rapport à x. Alors, la dérivée de g par rapport à x, ça va me donner 8x que je multiplie par lambda. Donc, ça me fait 8 fois lambda fois x. Et ceci, je l'égale à 0. Ça me fait ma première équation. Deuxième équation, dérivée partielle du Lagrangien par rapport à y. Je dérive f par rapport à y. Cette fois, ça me donne x. Et je soustrais lambda fois la dérivée partielle par rapport à g, ou plutôt la dérivée partielle de g par rapport à y, pardon. Et là, ça va me donner 2y. Donc, je mets le nombre devant le lambda, ça me donne 2 lambda fois y égale à 0, c'est ma deuxième équation. Et ma dernière équation, c'est ma contrainte. Donc, c'est 4x² plus y² égale à 4. Voilà, j'ai écrit mon système. Et maintenant, je vais juste réécrire la même chose, mais sans ces premières lignes, ou cette première colonne. Voilà, je n'ai rien fait ici. Comme je disais, c'est important de ne pas se perdre. Donc des fois, écrire une ligne de plus, on a l'impression qu'on perd du temps, mais en fait, pas vraiment, parce que si on est sûr de ne pas se tromper, en fait, au final, on gagne du temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est toujours la même chose. L'idée, bien que maintenant j'ai 3 variables et 3 équations, eh bien l'idée pour résoudre ce système, ça va être d'isoler une des variables, ou même 2 variables si ça peut être avantageux. Alors, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que dans la première équation, je vais isoler y, qui va s'exprimer en fonction de lambda et de x. Et dans la deuxième équation, je vais isoler x, qui lui va s'exprimer en fonction de lambda et de y. Je ne touche pas pour l'instant à la dernière équation. Alors maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ou substituer x dans la première équation par cette expression de la deuxième équation. Ça me donne donc y égale à 8 lambda fois 2 lambda y. Et donc, j'obtiens y égale à 16 lambda carré y.
Les autres équations ne changent pas. Et donc, la première équation se réduit à y égale à 1 moins 16 lambda carré est égal à 0. Et donc, de la première équation, je tire... peut-être pas ça, plutôt ça. Le fait que y est égal à 0 ou lambda est égal à plus ou moins un quart. Plus ou moins un quart, pourquoi? Parce que quand je vais isoler lambda carré, eh bien lambda carré sera égal à 1/16e, et donc la racine carrée de 1/16e, ça va être plus ou moins un quart. Alors, je garde ces deux équations pour le moment de côté. Et puis maintenant, je m'intéresse à voir ce qui se passe quand y est égal à 0 d'une part. Je vais voir si je ne peux pas obtenir déjà un point critique ou plusieurs points critiques. Et puis ensuite, je m'intéresserai au cas où lambda est égal à plus ou moins un quart. Et je regarderai si je peux obtenir des points critiques dans ce cas-là aussi. Alors, du coup, je considère le cas y égale à 0. Alors, si y égale à 0, eh bien, la première équation, évidemment, est satisfaite. Donc, j'ai 0 égale à 0. Je ne vais donc pas l'écrire. J'ai donc un système à deux équations. Le premier, c'est x égale à 2 lambda fois y, mais y est égal à 0. Donc, en fait, j'ai x égale à 0. Et puis, pour la deuxième équation, j'ai 4x carré plus y carré. Y carré, c'est 0 carré, donc c'est 0. Donc, j'ai juste 0 là, est égal à 4. Bon, et bien ça, je peux simplement l'écrire comme étant 4x carré est égal à 4. C'est mon système. Mais vous remarquerez bien vite que ce système n'a pas de solution ou est contradictoire, puisque d'une part, la première équation me dit que x égale à 0, et la deuxième équation, eh bien, c'est x carré qui est égal à 4 divisé par 4, donc 1, et donc x carré, enfin plutôt x est la racine carrée de 1, c'est-à-dire plus ou moins 1. Bon, ben, j'ai des valeurs contradictoires, je ne peux pas avoir et x qui est égal à 0, et x qui est égal à 1 ou moins 1. Chaque ligne représente des possibilités qui doivent être en accord l'une avec les autres. Et là, clairement, elles sont contradictoires. Donc, pas de solution dans ce cas. Eh bien, il me reste encore le cas où lambda égale à plus ou moins un quart à étudier. Alors, je vais reprendre le système que j'ai là. La première équation va être égale à 0, évidemment. Mais il me reste encore les deux autres équations à traiter. Donc, x est égal à 8, si je... non, c'est pas 8, c'est 2, pardon. 2 fois plus ou moins un quart, c'est-à-dire lambda, fois y. C'est bien ça. Et la deuxième équation, pour le coup, là, ça reste la même, pour l'instant. Et donc, j'obtiens x est égal à plus ou moins une demi de y. Et donc ça ne change pas grand-chose, mais je préfère écrire pour la première équation, y est égal à plus ou moins 2x.
Et du coup, je peux substituer cette valeur dans la deuxième équation. Comme j'ai y au carré, eh bien, c'est égal que je mette le plus ou moins à l'intérieur. Ça va de toute façon disparaître quand je vais faire ça au carré. Et là, vous voyez clairement que la deuxième équation, eh bien, j'obtiens finalement mon expression en une seule variable, ce qui était le but. Donc y égale à plus ou moins 2x, 8x carré égale à 4. Ce qui implique que que x carré est égal à 1/2. Et donc, x va être égal à plus ou moins la racine carrée de 1/2, qui peut aussi s'écrire comme racine de 2 sur 2. C'est une convention que vous connaissez peut-être, de préférer mettre les racines carrées toujours au numérateur d'une fraction plutôt qu'au dénominateur. Voilà, donc j'ai trouvé mes valeurs de x et de y. Donc x peut être égal à plus ou moins racine de 2. Et pour chaque valeur de x, j'ai une valeur de y possible en fonction de x, c'est-à-dire positive ou négatif. Donc au final, ça me fait 4 valeurs qui sont racine de 2 sur 2 pour la première coordonnée. Ensuite, la coordonnée en y correspondante, une possibilité, eh bien, c'est simplement de multiplier par 2. Donc en fait, je vais avoir racine de 2. Je peux toujours prendre la même coordonnée en x, mais prendre moins ici, pour la coordonnée en y. Et puis, je peux prendre moins racine de 2 sur 2 pour x. Et même chose, prendre les valeurs positives et négatives de y. Voilà les 4 points candidats. Ce sont en tout cas des points critiques. Alors, ici, je mets entre parenthèses pour l'instant la valeur de lambda 0 qu'on a trouvé, plus ou moins 1/4. Et au final, c'est ce qui est écrit ici tout en bas. Les 4 candidats, donc j'ai écrit ça de façon un peu plus compacte. La première coordonnée, simplement racine de 2 sur 2. La deuxième, plus ou moins racine de 2. Et enfin, l'autre, moins racine de 2 sur 2. Et la deuxième coordonnée y, donc plus ou moins racine de 2. Alors, on pourrait maintenant vérifier ou simplement calculer ce que sont les valeurs de ces points dans la fonction f. Et puis, on se rend compte simplement que ça donne moins 1 pour 2 de ces points et 1 pour 2 de ces autres points-là. Et donc, ça nous indique lesquels seraient des maximums et des minimums. Ceci étant dit, rien ne nous empêche de quand même vérifier qu'on a bien des maximums et des minimums en utilisant cette fonction d. Alors, vous voyez ici toutes les expressions nécessaires au calcul de la fonction d. Donc, les dérivées secondes du Lagrangien en première ligne et les dérivées partielles de la fonction g en seconde ligne. Alors, vous reprenez la formule que vous voyez ici pour d, vous combinez tout ça, et si tout se passe bien, vous devriez tomber sur l'expression suivante pour la fonction d, moins 32 fois 4 lambda x carré plus lambda y carré plus x fois y. Alors, ici, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que nous avions trouvé donc 4 valeurs pour x et y, donc 4 couples x et y pour la solution du système, et on avait trouvé lambda égale à plus ou moins 1/4.
Alors, on aurait vite fait de penser que, du coup, il suffit de multiplier par 2 le nombre de points, et donc on obtiendrait 8 points. Alors, ce serait une erreur parce que, en fait, la variable lambda est quand même liée aux variables x et y par cette équation ici, y égale à 8 lambda x, qu'on a tiré du système, que vous voyez ici. Donc en fait, les valeurs de lambda vont influer sur les valeurs que les variables x et y vont prendre de cette façon-là. Donc y égale à 8 lambda fois x. Maintenant, on sait que lambda est égal à plus ou moins un quart. Donc si lambda est égal à un quart, quel est le lien entre x et y? Eh bien, il me faut reprendre cette équation. Et là, on va simplement avoir, donc, y est égal à 8 fois 1 quart fois x, ce qui va me donner y est égal à 2x. Donc, quand lambda est égal à 1 quart, eh bien, y va être égal à 2x. Donc, ils auront le même signe. Par contre, quand lambda est égal à moins 1 quart, eh bien c'est le contraire qui va se passer. Je vais avoir ceci. Donc y est égal à moins 2x. Donc quand lambda est égal à moins 1 quart, x et y ont des signes opposés. Et donc, c'est ce qui nous donne ces 4 points-là que vous voyez ici. Donc, je n'ai pas plus de points qu'avant. Une fois qu'on a ces points, eh bien, il suffit d'évaluer la fonction d en ces points-là et regarder le signe. Il n'y a pas besoin de calculer la valeur exacte de d en ces points. Le signe suffit à déterminer si ces points sont des maximums locaux ou des minimums locaux. Et vous avez donc la réponse ici. Les deux premiers points que vous avez là, ce sont des maximums locaux, puisque D est négatif. Et puis les deux points d'après, ce sont des minimums locaux, puisque D est positif.